Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Merci d'être si nombreux. Merci de vous être inscrits à cette conférence en ligne qu'on anime ce matin avec Add2Basket. Merci d'être présents si nombreux pour évoquer avec nous un sujet chaud, le prochain sujet, si ce n'est un sujet qui a démarré, à savoir la préparation des fêtes de fin d'année. Pour évoquer ce sujet, aujourd'hui, je suis très bien entourée sur le plateau autour de moi, puisqu'on va évoquer différents sujets autour de Noël. J'ai avec moi Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie. Directrice adjointe du pôle études d'Avas. Et également Fanny Ruff, directrice marketing et e-commerce chez Editis. Bonjour Nathalie. Enfin, en ligne, nous avons Bertrand Pinault de la FEVAD qui nous racontera du coup les dernières tendances du commerce en France, de l'e-commerce dans l'absolu, ce qui nous permettra de savoir sur quelle base construire finalement cette réflexion qui doit être celle des marchands et des distributeurs d'ici à la fin de l'année. On verra avec Laurence, du coup, quelles sont les habitudes qu'on va pouvoir attendre, quelles sont comment les Français envisagent cette période de fin d'année, puisqu'on a réalisé une étude ensemble qu'on va décrypter. Et puis, on recevra le témoignage de Fanny, celui de la marque, celui du marchand, qui doit du coup préparer son business en conséquence. Quelques mots d'introduction. En premier lieu, le e-commerce, évidemment, a complètement explosé ces derniers mois avec la période que nous avons tous vécue. On sait que le commerce s'est déporté très largement sur le e-commerce ces 18 derniers mois. Aujourd'hui, 1 euro sur 5 est dépensé en moyenne en ligne, sur la globalité des affaires qui ont lieu en France chaque jour. Et même 1 euro sur 4 sur le deuxième trimestre 2021. Évidemment, ils ont été également boostés par la reprise des services qui a repris du service à partir du moment où effectivement l'activité touristique a pu reprendre également en ligne. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le grand public aujourd'hui est complètement désinhibé de l'achat sur Internet. Maintenant, on va voir comment ces nouvelles habitudes cohabitent avec le physique et les magasins. Si on se souvient et si on prend un peu de recul par rapport à l'année dernière, rappelez-vous, il était question de sauver Noël. On rentrait en confinement, le deuxième confinement national que nous avons vécu. Et du coup, au sortir de ce confinement, début décembre, alors que les magasins réouvraient, l'enjeu était de sauver Noël. Et finalement, cette année, la question, c'est plutôt de savoir si les cadeaux arriveront jusqu'au pied du sapin, puisqu'on sait que l'économie est boostée par la croissance de la demande, mais l'offre se contracte. Des pénuries ont lieu sur différentes matières premières. Et puis, on a aussi des soucis logistiques qui fait qu'il y a quelques embûches pour parvenir à délivrer et livrer les produits commandés. Et donc, ça repose aussi la question du commerce et de l'e-commerce dans l'absolu. L'e-commerce donne l'impression parfois que tout est à portée de clic, alors que, évidemment, effectivement, l'action commerciale peut se faire sur Internet, mais quoi qu'il arrive, le produit, il est réel et il arrive vraiment chez nous. Quoi qu'il arrive, online et offline n'ont jamais été aussi complémentaires. On constate que maintenant, des nouvelles habitudes sont prises sur Internet, d'autres habitudes sont prises en magasin. On va toucher en magasin, on va acheter en magasin pour le plaisir de l'immédiateté, on va acheter sur Internet pour le confort de la livraison, si tant est qu'elle soit rapide. On va comparer, on va regarder des avis, on va regarder des prix sur Internet, et on va vivre une expérience en magasin. C'est particulièrement exacerbé ces derniers temps. Pendant cette période, de nouveaux usages également ont été pris de la part des consommateurs. La seconde main, l'occasion, en fait, ce marché-là s'est largement développé. Le vintage aujourd'hui est une part de plus en plus dominante du commerce en France et forcément, ça pose aussi des questions pour les marques qui doivent du coup identifier un nouveau modèle afin de faire vivre et revivre leurs produits dans le temps, sans que ça pénalise évidemment leur chiffre d'affaires. Si on regarde d'ailleurs le top 5 des sites e-commerce français, on se rend compte que 2 sites parmi ces 5 premiers sites sont des sites d'occasion.
Enfin, autre tournant qui a été pris ces 18 derniers mois et qui a drastiquement aussi changé l'approche des marques et des marchands dans leur rapport au commerce, c'est cet essor des marketplaces. On va y revenir un peu plus tard, en abordant évidemment ce que signifie vraiment le principe d'une marketplace. Quoi qu'il arrive, ça a permis en fait aux marques de réenvisager une communication et un commerce directement auprès du consommateur final. Précédemment, ils vendaient plutôt leurs produits aux distributeurs. Maintenant, ils se retrouvent dans la possibilité de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Donc, on est passé d'un modèle B2B à un modèle B2C. Ce n'est pas exclusif, mais en tout cas, ce sont des nouveaux défis, des nouveaux challenges auxquels doivent répondre les marques. Et enfin, tout est commerce sur nos secteurs d'activité, dans le média ou dans le commerce. Finalement, tout converge puisque le média devient commerce, le commerce devient média. Et donc finalement, quand on parle de diversification et de multiplicité de points de contact ou de canal de vente, on est plutôt face à une ère ou dans une ère qui dans une ère de convergence finalement, où les modèles se croisent pour se ressembler de plus en plus. Avant d'évoquer la manière dont on peut anticiper le comportement des Français à Noël, on va commencer par revenir sur ces premiers mois d'activité commerce et e-commerce en France avec Bertrand. Bertrand, m'entendez-vous? Parfaitement bien. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir, bien au contraire, et merci pour cette petite synthèse très éclairante de ce qui nous attend pour Noël. Voilà. Alors, la question, c'est de se dire, maintenant que les magasins ont réouvert, qu'en est-il de l'activité e-commerce? Je vous laisse la main. Ok, eh bien, écoutez, merci. Je vais faire un retour rapide des chiffres que la FEVAD a publié ces derniers mois pour essayer effectivement de bien comprendre ce que sera Noël 2021. Comme vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de transformations qui ont eu lieu pendant cette période exceptionnelle que nous avons traversée, exceptionnelle pas forcément positivement, mais en tout cas exceptionnelle pas par l'ampleur qu'elle a prise sur le commerce. Et voir un petit peu quels seront les impacts sur les pics périodes de fin d'année, le Black Friday d'abord et puis Noël dans un second temps. Donc tout d'abord, un premier constat sur la hausse des cyberacheteurs en France. Ils sont près d'1 million en plus en 2021, au T2 2021, à acheter en ligne. Une croissance qui reste modérée mais continue. À titre de comparaison, on avait 800 000 cyberacheteurs nouveaux en 2020 par rapport au T2 2020 par rapport à 2019. Voilà, donc une croissance qui continue, mais on le verra un petit peu plus loin. C'est pas tant le nombre de cyberacheteurs, même si on a gagné des nouveaux cyberacheteurs qui jusqu'à là n'étaient pas appétants au e-commerce. C'est plutôt la fréquence d'achat qui s'est développée, et puis la fréquence d'achat et les univers produits concernés par les achats e-commerce. On peut peut-être passer au slide suivant. Ce slide, il est un petit peu complexe, mais juste, je vous demande de vous intéresser aux barres blanches et aux barres noires. Les barres blanches, ce sont les produits vendus en ligne, et les barres noires, c'est le commerce de détail. Ce slide illustre effectivement l'effet pandémie. On démarre en avril 2020, mars-avril 2020. On voit effectivement l'explosion des ventes en ligne, comme cela a été signalé. Évidemment, les magasins fermés, le e-commerce a pris le relais et les consommateurs se sont précipités sur les sites. On voit également le second confinement, novembre-décembre, qui a permis effectivement l'explosion du e-commerce a permis quelque part de sauver Noël, même si le mois de décembre, les magasins ont été ouverts. Et puis sur la fin de l'année, on voit effectivement une hausse plus modérée côté e-commerce, la barre blanche, je vous le rappelle, une reprise des magasins. Il y a dans ces chiffres un effet de base, parce qu'on compare le deuxième trimestre 2021 au premier trimestre 2020 qui a été très très fort. Donc le e-commerce continue de croître pour l'essentiel, mais de façon plus flat. Alors, quelques enseignements très rapides sur les secteurs produits qui ont été impactés par ce développement du e-commerce. Aujourd'hui, on achète de tout sur Internet et à l'occasion de ce confinement et de cette pandémie, on a vu effectivement certains univers produits se développer considérablement. Le mobilier décoration, tout ce qui est équipement de la maison,
Le jardin ne figure pas là, mais ça a été également, et le bricolage a été, ce sont des secteurs qui ont surperformé pendant cette période. L'alimentation également, qui n'est pas sur ce, slide, enfin si on a le total PGC à la fin. Et puis, bien évidemment, des secteurs qui étaient déjà très dynamiques, hein, mais l'habillement, la chaussure, il fallait bien continuer à s'habiller, habiller les enfants pendant que les magasins étaient fermés. Donc, ce sont des secteurs qui ont également surperformé à cette occasion. On peut passer. Alors, là, on voit que les hausses de vente e-commerce ont été vécues de façon différenciée selon les acteurs. Hein. Traditionnellement, on distingue les pure players, hein, les gens qui sont que sur Internet, et puis quand même, depuis 20 ans que le e-commerce est là, les retailers traditionnels ont développé des canaux digitaux. Et on voit qu'à l'occasion de cette pandémie, ce sont principalement sur la gauche, donc les ventes Internet des commerces physiques, qui ont profité de la croissance du e-commerce plus que les pure players. La raison est simple, hein, les magasins étaient fermés, les consommateurs attachés à leur marque, à leur magasin, à leur retailer ont été naturellement sur les sites de ces enseignes. Et puis, les pure players étaient déjà à des niveaux très élevés et la croissance reste plus modérée. Voilà. Le digital, ce qu'il faut retenir de ça, le digital n'est plus une option. On le savait depuis longtemps, mais ces chiffres le confirment à nouveau. Voilà, donc une petite synthèse sur le T2. 32,4 milliards d'euros ont été dépensés. Donc des chiffres dits T2 qui laissent augurer une fin d'année extrêmement dynamique en matière de commerce en ligne. Cette croissance, elle a été tirée au deuxième trimestre par la reprise des ventes de services, le maintien très élevé des ventes de produits en ligne et puis la proportion du nombre de sites. Hein. Je rappelle que cette année, nous avons eu 33 000, au deuxième trimestre, 33 000 nouveaux sites qui ont été créés. Beaucoup de commerces qui n'étaient pas encore digitalisés l'ont fait, ont franchi le pas. Ça, c'est un événement important pour la croissance. Ils étaient simplement 25 000 en 2019, la même période. Voilà, donc des habitudes ont été prises. On ne va pas revenir dessus. Les univers produits, les consommateurs se sont intéressés à de nouveaux univers produits qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter. On l'a vu, le nombre de cyberacheteurs n'a pas forcément considérablement augmenté, mais ils ont acheté dans des catégories de produits nouvelles, différentes, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'acheter en ligne, et ces habitudes-là vont rester et vont continuer. Il faut à prévoir effectivement que cela augure d'une fin d'année extrêmement dynamique en ligne, et une fin d'année qui sera probablement extrêmement précoce en raison des phénomènes qui ont été expliqués en introduction par Nathalie. On voit, et ça a été médiatisé beaucoup, une crise effectivement du fret, de l'approvisionnement. Donc on craint pour la présence des jouets notamment, mais pas que. Ces produits sont fabriqués notamment en Chine et l'approvisionnement de ces produits va certainement être extrêmement tendu sur cette fin d'année. Donc des achats qui vont être précoces et qui vont commencer certainement beaucoup plus tôt. Enfin, un dernier slide, et j'en terminerai par là. On a évoqué le top 5 tout à l'heure, je vous présente le top 10. Top 10 du T2, qui illustre assez bien les phénomènes qu'on a décrits ici. On voit toujours sur le podium Amazon, ces discours qui sont toujours là et depuis longtemps. Effectivement, des enseignes comme Le Bon Coin, Vinted, cette économie circulaire qui s'est développée à l'occasion de la pandémie, elle était déjà là embryonnaire, mais la pandémie n'a pu accélérer effectivement ce phénomène. Donc, des acteurs de l'économie circulaire qui sont très bien classés, puis des acteurs sur des secteurs qu'on a vu qui ont performé pendant cette période, Leroy Merlin par exemple, l'équipement de la maison, bricolage, jardin, et puis les produits techniques, la FNAC est également très présente. L'achat alimentaire s'est extrêmement développé pendant ces 18 mois. Carrefour est là, Leclerc est là, et puis les services qui reprennent sont bien illustrés par la présence de Booking dans ce top 10, les services qui ont repris au T2 2021. Et on espère pour eux que ça va continuer, parce que c'est vrai qu'ils ont extrêmement souffert de cette année 2020 et de la pandémie et de la fermeture de quasi tous les déplacements de nos cyberacheteurs. J'en ai terminé et j'espère que reste à votre disposition pour tout. Merci beaucoup Bertrand. Effectivement, on l'espère, pour nous aussi d'ailleurs. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin, Bertrand, et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.
Alors, Bertrand en a déjà un petit peu parlé. Effectivement, il y a un contexte général en ce moment qui laisse à penser qu'on va avoir quelques difficultés à trouver en magasin ou sur Internet les produits qu'on va chercher. Effectivement, c'est des choses qu'on a cherché à croiser avec le ressenti des Français à l'approche de cette période de fin d'année. Et donc, pour ce faire, effectivement, on a demandé au pôle média, au pôle études plutôt, d'Avas de réaliser une étude auprès de l'Institut YouGov, auprès du panel YouGov, afin justement de savoir la perception qu'ont les Français de cette période, comment du coup ils vont adapter leurs habitudes prises récemment avec leur volonté de se retrouver, de vivre à nouveau comme avant. Dans le contexte du coup qu'on vient de placer. Et pour ce faire, Laurence va répondre à nos questions. Donc, la première question, Laurence, comment les Français envisagent Noël? Alors, juste un mot, Nathalie, préalablement pour te remercier d'avoir mis en route cette étude, parce que donc, je suis ravie de partager ce matin les enseignements. Évidemment, Noël, c'est un temps fort commercial important. On est une des premières prises de parole sur ce sujet et bien sûr, on l'a dit, on va le revoir, l'anticipation est essentielle cette année. Et puis porter, je dirais, la voix du consommateur, c'est vrai que c'est passionnant aujourd'hui à l'heure où on traverse en fait des bouleversements sociétaux et de comportement à travers tout ce filtre de crise. Voilà, et donc on a été interrogé effectivement les Français pour voir comment est-ce qu'ils se projettent dans ces prochaines fêtes de fin d'année. Alors, est-ce qu'ils sont contents de cette période qui arrive? On sait qu'on sort de l'été, c'est jamais très joyeux. On attaque le dur, si je puis dire. Comment eux le perçoivent? Oui, effectivement. Alors bon, il y a des signaux positifs, en tout cas sur le mois de septembre, notamment on sait, il y a eu une dynamique économique, le moral des Français est reparti. Voilà, mais il y a quand même cette année un contexte particulier et en tout cas, ce que l'on voit très clairement dans les résultats, c'est que voilà, les Français attendent avec beaucoup d'impatience ces fêtes de fin d'année. J'ai envie de dire que cet épisode de crise sanitaire aura finalement peut-être redonné tout son sens aux fêtes de fin d'année et de Noël. Et avant tout, ce que l'on souhaite, en fait, c'est se retrouver en famille. Voilà, pour, on va dire, la moitié des Français. Cette attente est importante. Et même, on voit que les plus jeunes sont plus nombreux à nous dire que ça va être une parenthèse enchantée dans leur vie. Voilà, eux dont on sait évidemment qu'ils ont particulièrement subi la période. Ouais, exactement, exactement. Donc on est en attente, on attend cette expérience et comme le citait cette petite tweetos au est-ce que mois d'octobre c'est raisonnable pour commencer à décorer et mettre la bande son de Maria Carré? Voilà, on a hâte, on a envie déjà de se projeter dans cette ambiance-là. Oui, effectivement, on aurait même aimé qu'elle soit avec nous ce matin. Malheureusement, peut-être encore un peu trop tôt pour elle. Et alors, Noël, c'est aussi une question de budget, Laurence. Quel est le budget des Français? Alors, oui, effectivement, Noël, il va y avoir aussi ce filtre, en tout cas particulier, là, qu'on sent bien présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la crise sanitaire semble être derrière, le sujet que tous les Français ont à l'esprit aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, la crise économique et évidemment la problématique du pouvoir d'achat dont on parle beaucoup. Ouais. Alors, est-ce qu'il est, je dirais, réellement vécu? Est-ce qu'il est redouté? Voilà, en tout cas, 4 Français sur 10 nous disent qu'ils vont limiter leurs dépenses de cadeaux du fait du contexte de la crise. Donc ça sera, en tout cas, ils nous disent que ça va être les enfants d'abord et avant tout, et encore plus en effet cette année. Et alors le timing, on parlait aussi du coup de cette nécessité potentiellement d'anticiper des difficultés d'approvisionnement ou des pénuries qui pourraient encore impacter Noël. Peut-être que d'ailleurs ça n'est pas vraiment un sujet, c'est peut-être davantage la logistique, je ne sais pas. Alors manifestement, les Français ont bien entendu quand même les messages et probablement aussi peut-être déjà, voilà, on en fait les expériences. En tout cas, ce qu'on constate,
c'est que clairement cette année, il y a une volonté d'anticipation. Ouais. On a plus 10 points de fréquentation, enfin de prévision d'achat sur le mois de novembre quand on compare par rapport à l'année dernière. Ouais. 10 points, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Sur le mois de novembre. Et effectivement, mettant de côté le temps fort du Black Friday qui se positionne le 26 novembre cette année. Donc toujours fin novembre, relativement tard du coup dans ce contexte. Voilà, et donc on a en tout cas en termes de déclaratifs un retrait par rapport à l'année dernière. Oui, c'est ça. On reviendrait, je dirais peu ou prou, au niveau de 2019. Voilà, avec, on va dire, entre 10 à 12% des Français qui prévoient de faire leur cadeau de Noël. Voilà, Black Friday. Pendant cette période de Black Friday. Oui, voilà, exactement. Effectivement, cette analyse, elle est portée sur l'intention d'acheter ces cadeaux de Noël. Mais en tout cas, 5 points de moins entre l'année dernière et cette année, c'est quand même assez marquant. Là où on pensait que le Black Friday avait plutôt une tendance à la hausse, avec une croissance assez importante chaque année. Là, en tout cas, on a une anticipation qui lui empêcherait d'être aussi puissant qu'il n'a été l'année dernière. Ça, je trouve que c'est vraiment un enseignement très riche de cette étude. La planification, l'inspiration. Alors, comment on s'inspire? Quelles sont les sources d'inspiration pour savoir quel cadeau acheter à sa maman, à son papa, à son enfant? Comment fait-on? Oui, alors bien là, en fait, j'ai envie de dire, là aussi, on limite les risques. C'est voilà, un moment important, on ne veut pas décevoir. Donc, pour 2/3 des gens, on va chercher d'abord les wishlists. Voilà. Ah, on va dans la liste de choix, quoi. Exactement. On va se rassurer dans ce qui est demandé. Et voilà. Et après, par contre, ce que l'on voit apparaître de façon peut-être un peu plus surprenante dans cette ère du digital, c'est le sujet justement des catalogues. Ah oui, catalogue papier alors. Exactement, qui reste quand même, je dirais, plébiscité et voilà, reconnu comme étant une vraie source d'inspiration sur cette période des fêtes en tout cas. Après, on va en reparler sur le sujet. Sur les enfants. Des enfants, voilà. Et puis, évidemment, sur les populations les plus jeunes, on a quand même aussi des points de contact digitaux, notamment, évidemment, les réseaux sociaux qui émergent de façon un peu plus nette. Oui, parce qu'on parle de social commerce, de live shopping, tout ça, ça a une dimension très réseaux sociaux, effectivement. Exactement, et on voit un certain, voilà, en tout cas, ces canaux-là qui émergent, y compris pour les fêtes de fin d'année, toujours effectivement un peu plus chez les plus jeunes populations. Oui. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand on voit importance catalogue, on voit réseaux sociaux, il y a effectivement, en tout cas, il y a des belles opportunités pour les marques pour pouvoir toucher les populations les plus jeunes, pour mettre en scène voilà, leur catalogue sur des réseaux sociaux inspirationnels de type Insta, Pinterest, voilà, qui vont permettre aussi de mettre en avant telle ou telle offre. D'ailleurs, ces écosystèmes qui eux-mêmes convergent vers la volonté d'être un point de contact marchand avec des solutions de plus en plus commerce au sein de ces plateformes. On parlait des enfants, alors on a posé la question, enfin on s'est posé la question spécifiquement sur les enfants. Comment choisissent-ils ou comment sont-ils eux-mêmes inspirés pour choisir le cadeau de Noël qui les fera rêver? Et comment est-ce qu'ils communiquent aussi cette fameuse wishlist? Et bien finalement, on se rend compte qu'il reste assez traditionnel. Voilà, mais on voit encore une fois toute l'importance du catalogue. On prend son petit ciseau et on va découper le catalogue. Exactement, ça c'est vraiment dans les mœurs. Alors évidemment un peu plus dans les jeunes familles, enfin avec les jeunes enfants. Mais donc le catalogue reste un support incontournable pour derrière faire la traditionnelle lettre au Père Noël, voilà, qui reste encore bien présente dans les pratiques. Et alors, les idées cadeaux, on sait qu'il y a des tendances. Tout à l'heure, on a parlé justement de l'émergence, enfin en tout cas l'explosion de l'occasion, du vintage. Ça résonne avec aussi une consommation plus responsable, avec une envie d'avoir une empreinte écologique plus faible individuellement. Est-ce qu'on retrouve cette tendance très forte dans les choix des cadeaux qui vont être offerts? Alors en effet, on a posé parce qu'on a des tendances sociétales et des courants qui sont évidemment
qu'on voit vraiment se développer aujourd'hui dans nos choix de consommation. Donc, on a posé ces critères de choix et effectivement, il s'avère être présent à l'esprit des Français. En tout cas, pour plus d'un Français sur deux, hein, qui va être orienté par ce type de critères. En premier lieu, et on le voit sur de très nombreux marchés, eh bien c'est le local, c'est l'origine, hein, c'est le la made proximité. in France, Ouais. voire le made in telle ou telle région, enfin un ancrage effectivement régional qui va être particulièrement recherché. Après, on va avoir les sujets de solidarité, d'écologie, qu'on voit aussi hein, commence à émerger, y compris pour ces fêtes de fin d'année. Et puis, plus spécifiquement, cette année, on a le sujet des, on va dire, ce qu'on appelle les cadeaux expérientiels, c'est-à-dire que ce qui va nous permettre bien de retrouver des expériences, des émotions dans la vraie vie à travers des sorties, des concerts, etc. Bien évidemment, ça va concerner plus spécifiquement les populations les plus jeunes hein, qui en ont été... qui ont envie de sortir, qui ont envie de vivre voilà, Noël. Effectivement. Et alors, on arrive à une question qui nous intéressait particulièrement chez Add2Basket, justement, de savoir quel était le canal ou quelles étaient l'intrication des différents canaux qui allaient être plébiscités pour réaliser ces achats de Noël. Comment, du coup, les Français prévoient d'acheter leurs cadeaux de Noël? J'imagine qu'il y a une réponse qui va être propre secteur d'activité par secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on va chercher en magasin? Qu'est-ce qu'on va chercher en e-commerce? Qu'est-ce qu'on va chercher en termes de complémentarité, pardon. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est quand même aussi un des enseignements intéressants, très intéressants de cette étude, parce que finalement, eh bien, on voit que les gens qui vont favoriser les magasins physiques, ça se maintient. Par contre, vraiment, ce sont ce qu'on appelle les exclusifs digitaux, vraiment ceux qui vont favoriser le online. Eh bien, cette année, en fait, on a un recul. Dans le déclaratif, en effet, hein, mais on leur a demandé comment ils se sont comportés l'an dernier, comment ils prévoient de le faire cette année. Et là, très clairement, et ça, quelle que soit la tranche d'âge, donc y compris même chez les plus jeunes, hein, même si effectivement ils sont plus présents sur le e-commerce, et ça se fait au profit de l'omnicanal. Voilà, alors, que ça et soit du magasin. Oui, et du magasin. Donc, quand je dis l'omnicanal, en effet, c'est vraiment, je vais choisir du magasin physique ou du online en fonction peut-être du type d'achat que je vais réaliser, ou bien évidemment en mode convergent, hein, puisque je vais pouvoir faire du click and collect. Enfin, voilà, il y a tous ces nouveaux modes d'achat en fait que les Français ont évidemment bien compris et largement adopté. Ouais, c'est vraiment plus deux mondes qui s'opposent, quoi. C'est une complémentarité qui est accentuée avec des points de contact qui sont aussi des points de commerce, quoi, et qui sont maintenant convergents, en tout cas dans la tête des Français. Et c'est du coup un défi pour les marques que de réussir à leur proposer une expérience omnicanale et sans couture. Quelles sont du coup les motivations des acheteurs internet ou magasins? Alors, on voit les choses se dessiner de façon assez nette, hein, c'est-à-dire que évidemment, le e-commerce, hein, le digital, ça va être recherché parce que ça apporte beaucoup de choix, ça permet une comparaison facile. Voilà, on est quand même dans, je dirais, des critères assez pragmatiques, assez rationnels, alors que le commerce physique, je dirais en particulier évidemment sur cette période de fête de fin d'année, on y va surtout pour l'ambiance, pour la mise en avant, pour l'inspiration, voilà, pour toute l'expérience, les émotions que ça va pouvoir générer, effectivement, en termes de fréquentation. Donc, on est vraiment sur des approches très complémentaires et voilà, les gens le disent de façon très, très simple et nette. Et alors, du coup, si on doit... qu'est-ce qui déclenche l'intention d'acheter sur Internet? D'avoir une démarche vraiment... Alors là, je ne parle pas du point de contact un petit peu plus haut dans le purchase funnel. Je parle vraiment de l'intention d'acheter. J'ai décidé ce que j'allais acheter. Qu'est-ce qui fait que je décide d'aller acheter sur Internet? Oui, et bien encore une fois, on est sur des approches très pragmatiques, hein, j'ai envie de dire. Le premier critère, ça reste concret, quoi. La bonne affaire. Voilà, on sait qu'effectivement, ça va être plus facile d'aller dénicher la promotion.
ne serait-ce que par effectivement la comparaison qu'il est possible de faire plus aisément. Puis après, on est aussi sur des critères assez pratiques, du gain de temps, éviter de se déplacer. Voilà, c'est vrai que la partie plus bien inspirationnelle, elle arrive un peu plus tardivement en fait dans ses motivations de fréquentation. On est là pour procéder enfin, à une démarche très pragmatique, comme vous disiez, très concrète. On veut comparer les prix, évidemment, parce qu'on cherche aussi les bonnes affaires et savoir du coup quel est le marchand, quel est le distributeur qui pourrait être le plus intéressant dans un rapport rapidité de livraison et positionnement commercial en termes de prix. On s'est posé aussi la question, parce qu'on parle du e-commerce, mais il n'y a pas un e-commerce. Il y a les plateformes e-commerce telles que Amazon, Cdiscount, des pure players historiques. Il y a les sites de marque qui disposent aussi de plus en plus de leur propre site e-commerce, et c'est heureux parce que ça leur permet d'avoir ce lien B2C et cette capacité d'accéder à la donnée commerciale, à la donnée client. Il y a, voilà, on parlait du social shopping, du social commerce, pardon, voilà, c'est aussi maintenant un canal de vente. Donc, finalement, quel e-commerce est aujourd'hui plébiscité par les Français? Ben, on le voit, on en revient à cette histoire de choix et de comparaison. Il y a un très très large panel de types de sites. Ouais. Donc bien sûr, les plateformes restent les gros carrefours d'audience, incontournables. Les généralistes. Exactement. Mais bon, on voit assez rapidement, juste derrière, les sites de marque, dont on a dit évidemment qu'ils se sont beaucoup développés. Et puis, voilà, c'est aussi intéressant, on en parlait tout à l'heure, dans le top 5, de voir ces sites de seconde main qui sont extrêmement bien positionnés, et bien, y compris pour des cadeaux et les fêtes de fin d'année. Voilà, les gens, il n'y a plus vraiment de sujet. On va sur un site de seconde main, parce que c'est aussi derrière, évidemment, l'économie circulaire. Et donc, ce n'est plus qu'un sujet prix. Et donc, voilà, il y a les gens le citent clairement, en fait, dans le type de site sur lequel ils vont pouvoir aller fréquenter et acheter des cadeaux de Noël. Puis évidemment, c'est croisé. On sait qu'il n'y a pas une réponse unique avec un seul canal. On sait que du coup, le positionnement de ces marques sur l'ensemble de cette zone de chalandise digitale est finalement peut-être la réponse à avoir pour préempter ce terrain e-commerce, quoi. Et alors, les drivers du magasin? Alors, le magasin, évidemment, c'est avant tout l'expérience produit, c'est pouvoir toucher le produit, le voir, l'évaluer, ça reste le premier driver. Mais là, ce qui est particulièrement fort aussi, bien sûr, pendant cette période de fête, c'est toute l'ambiance qu'on va avoir, qu'on va rechercher. On va se faire plaisir, on va flâner devant les vitrines. Voilà, finalement, donc les gens vont sortir, vont avoir envie voilà, d'aller regarder, d'aller se promener, de profiter à nouveau en fait de toute cette ambiance. Donc voilà, ça c'est des motivations qui sont quand même extrêmement fortes dans la fréquentation des magasins physiques pour cette fête de fin d'année. Et on a effectivement pas mal de marques ou d'entreprises qui le comprennent, qui mettent en place soit des magasins éphémères, oui. Voilà, qui peuvent essayer aussi de le reconstituer via du virtuel, mais là, on a quand même envie plus de revenir dans la vraie vie. Oui, et puis souvent, on dit que l'expérience, enfin souvent, pour le coup, ce sont des études aussi qui l'attestent, l'expérience de l'achat sur Internet, elle est souvent perçue comme assez froide, quoi. On parlait d'un comportement très pragmatique. Effectivement, c'est le cas. Du coup, on achète et puis, bon, voilà, c'est terminé. On reçoit son colis et puis c'est terminé. Et c'est vrai que cette expérience assez froide, elle pourrait gagner aussi à être enchantée sur Internet. Mais le modèle, effectivement, est à identifier. Merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment très éclairant et je pense que ça va permettre du coup aux marques, aux marchands de, si ce n'est pas encore fait, de se donner quelques idées sur la manière dont les Français vont se comporter ces prochains mois. Merci en passant aux personnes qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Donc, on a Bertrand de la FEVAD qui nous a
posé les bases du nouveau commerce et du nouvel e-commerce finalement depuis l'année. Laurence vient nous raconter la manière dont les Français préparaient leurs achats de Noël. Et puis maintenant, on va passer au témoignage de Fanny, ici présente, et qui va nous donner un témoignage très éclairant. Puisque Fanny travaille chez Editis. Editis, c'est une 50aine de maisons d'édition françaises de tout secteur, avec de la littérature comme Robert Laffont ou Plomb, de l'éducation, du scolaire avec des marques, des maisons comme Nathan, ou encore du pratique avec des licences comme Lonely Planet ou Pour les nuls. Tout à fait. Fanny, ce témoignage va être très intéressant pour nous puisque à deux niveaux. Un, parce que le livre est le cadeau le plus acheté à Noël. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, de très intéressant, même dans le contexte de notre discussion. Nous, en tout cas. Oui, qui plus est pour vous, effectivement. Et en plus, c'est un secteur qui est très mature en e-commerce, n'est-ce pas ? Alors tout à fait, on a un poids de e-commerce, on y reviendra, qui est important. Et on a sans doute un facteur d'explication assez fort, qui est que deux des top e-commerçants aujourd'hui, le livre a été leur premier métier. Amazon, au départ, est né sur le livre, c'était la catégorie unique. Et Fnac.com, à son lancement, était essentiellement aussi positionné sur les produits culturels. Le livre et le DVD à l'époque, et le CD, bon, Oui. Ils sont moins présents maintenant. Mais donc, deux e-commerçants qui ont démarré sur les métiers du produit culturel et notamment du livre. Donc, nous avons signé chez Editis nos premiers contrats avec Fnac.com en 99. Je sais, Nathalie, que tu étais à peine née. Je n'étais pas née, hein, il faut se le dire. Et puis, quelques mois après, avec Amazon, en 2000, à son arrivée en France. Donc, ça fait finalement plus de 20 ans que nous travaillons au quotidien avec ces e-commerçants. Et puis, tous ceux qui, depuis, se sont lancés. Et ça nous a vraiment permis de vivre de très près toutes leurs évolutions, de l'ouverture des entrepôts logistiques qui se sont multipliés, l'arrivée des marketplaces, on en a beaucoup parlé, et leur développement, l'arrivée aussi de beaucoup de nouvelles catégories, puisque même si le livre est significatif, maintenant il y a plusieurs dizaines, voire centaines de catégories autres. Et puis plus récemment, le déploiement et l'arrivée des régies publicitaires. Oui. Voilà, donc Et donc aujourd'hui, ça représente quoi comme quel est l'e-commerce, quelle est la part d'activité chez Editis? Donc on estime que le e-commerce va représenter à peu près 25% des ventes du marché du livre, et donc chez Editis, à peu près dans les mêmes eaux. Ouais. Et alors du coup, comme c'est un secteur très mature sur l'e-commerce, est-ce que l'impact Covid a été aussi fort qu'il l'a été sur la plupart des secteurs d'activité? Alors j'allais dire oui, malheureusement. Ouais. On a aussi été concernés par la fermeture de nos points de vente, que ce soit les libraires indépendants, toute la grande distribution, enfin bref, l'ensemble de nos points de vente. En hypermarché, vous vous souvenez peut-être de ces images des rayons livres et non alimentaires qui étaient bâchés, condamnés, interdits d'accès. Donc oui, on a été très touchés. Ceci dit, la dimension positive, c'est que comme beaucoup de secteurs, ça a un peu, sous la contrainte, mais finalement permis de basculer. Et l'ensemble de nos distributeurs et de nos partenaires se sont finalement mis rapidement, de façon assez agile et donc rapide sur le e-commerce et sur le digital. Et alors maintenant que les magasins ont réouvert, quel est l'équilibre? Vous disiez tout à l'heure, 25% de e-commerce, 75% de magasins, mais du coup, on parle aussi beaucoup d'omnicanalité et d'expérience qui va toucher les consommateurs sur ces deux canaux. Aujourd'hui, comment ça se positionne? Donc le e-commerce reste extrêmement dynamique malgré la réouverture des magasins. Mais la bonne nouvelle, c'est que les magasins se portent aussi très bien. Donc on est plutôt dans une approche de rééquilibrage. Et nous, notre conviction, c'est que finalement, ça a permis de réaliser concrètement tout ce qu'on appelle l'omnicanal, le multicanal, le phygital, dont on parle depuis longtemps, mais qui quand même peinait à trouver une traduction concrète sur le terrain.
Et là, on a vraiment, je crois, fait une grande avancée sur ce plan-là. On peut presque dire que le côté positif de la crise, c'est que ça a été le plus grand transformateur digital de l'histoire. Un accélérateur. Un accélérateur très certain. Ouais. Et alors du coup, Noël, comment vous le préparez? Comment vous avez commencé à le préparer, j'imagine? Alors oui, on a... Espérons-le, pour vous. On a commencé à préparer, donc Noël, on l'a dit, hein, c'est le livre est le premier cadeau offert généralement après l'argent. Oui. L'argent pouvant servir à acheter des livres. C'est vrai. La période de pic pour nous se poursuit quasiment jusqu'au 1er janvier. Ça ne s'arrête pas le 24 décembre. Ça descend progressivement, donc les livres continuent d'être offerts jusqu'au Nouvel An. Et donc, on commence à préparer Noël, en fait, dès le mois de mai-juin. Ah oui, d'accord. Voire avant chez les éditeurs. Donc, vraiment très tôt. Au mois de mai-juin, on présente en fait tous nos programmes, nos enjeux, nos sorties de livres et de catalogues à nos partenaires, aux distributeurs et aux libraires, ce qui nous permet d'avoir un premier retour, un premier accueil. Et partant de là, on affine en fait nos tirages, nos prévisions de stock et on revoit éventuellement à la marge nos programmes. D'accord. Donc tout est prêt dès la rentrée finalement, quoi. Alors, on est bien entamé en mai-juin, donc là, on pourrait se dire qu'on ne fait plus rien. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, dès que tous les programmes sont arrêtés, à peu près les tirages, à partir de l'été, on se met d'arrache-pied sur toute la partie métadonnées, qui est le nerf de la guerre. Oui, les fameuses. Voilà, les fameuses métadonnées. Donc, d'abord, les métadonnées, ce qu'on appelle basiques, ce qui nous permettent en fait de démarrer la précommande très tôt sur le site de e-commerce. Et la deuxième phase sur laquelle bossent toutes les équipes, c'est l'enrichissement de ces fameuses fiches articles et des sites, que ce soit les sites, les plateformes de vente et aussi nos sites propriétaires. Donc là, si on prend Amazon, les pages A+, et A+, Premium, mais sur l'ensemble des revendeurs, on va fournir des vidéos, des pages intérieures, des photos 3D pour mettre en avant les beaux livres, les livres collector, les coffrets, les boîtes de jeux, puisque c'est des produits importants qu'on propose spécifiquement pour Noël. Voilà, donc un gros travail d'enrichissement, alors qui nous paraît crucial à plusieurs titres. Le premier, c'est que les sites, au-delà des sites de vente, sont aussi une énorme source d'information. Et oui, c'est ce qu'on se disait. Et on sait que il y a à peu près entre 30 et 40% des gens qui se renseignent sur un site, qui vont finir par acheter le livre qu'ils auront consulté, mais ils l'achèteront ailleurs que sur le site sur lequel ils se sont renseignés. Pour avoir un avis, un commentaire, effectivement. Un commentaire, repéré, voilà, date de sortie. Donc vraiment, travailler en amont, c'est bénéfique pour notre conversion e-commerce, évidemment, mais aussi pour l'ensemble j'allais dire, des ventes sur l'ensemble des réseaux. Et alors, le retail média, quelle approche en avez-vous? Puisqu'on travaille bien l'organique, on sait que l'organique, il est aussi à mettre à profit d'une dépense publicitaire qui sera plus efficace, plus héroïste. Quelle approche vous avez? Alors, toutes ces métadonnées dont je viens de parler, c'est aussi ça nous permet de travailler le SEO, donc notre référencement organique. Donc ça, c'est la base. Et en effet, après, on investit beaucoup sur l'ensemble des leviers du retail média. Alors, on travaille avec toutes les régies de nos partenaires distributeurs. Amazon, avec lequel on active tous les leviers, le search, le display, les stores, voilà, parfois très en amont. On est ravis de démarrer avec Retail-Link, la DSP, la plateforme qui a été lancée de Fnac Darty, tout à fait. Et puis là, on investit ensuite très près, Affinity, Carrefour, puisque... Criteo. Voilà, vous en avez un peu parlé en introduction, Criteo. C'est vrai que tous les distributeurs aujourd'hui ont des régies publicitaires, voilà, en mettant à profit leur data consommateurs très riches et qui permettent de réaliser des campagnes à la fois site et en extension d'audience. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on parle d'ailleurs de retail planning comme une nouvelle discipline pour toucher, pour vraiment capter tous les points de contact du parcours consommateur. Je reviens sur les marketplaces. On en a parlé tout à l'heure. Un chiffre est sorti là au mois de septembre, une étude qui avait été réalisée également par YouGov. 75% du chiffre d'affaires e-commerce sera issu des marketplaces l'année prochaine. Enfin,
en 2023. C'est énorme, c'est 3/4 du coup du volume d'affaires sur Internet. Un peu de pédagogie sur les marketplaces. Donc, les marketplaces sont donc ces fameuses places de marché qui sont mises à disposition par les sites, les plateformes e-commerce, qu'ils ouvrent donc aux marchands pour qu'ils y vendent directement leurs produits en B2C. C'est-à-dire que du coup, le distributeur n'achète pas les produits du marchand, il permet simplement aux marques de les vendre directement en B2C en prenant une commission évidemment sur la vente et le chiffre d'affaires géré par la marque en direct. Et donc ça, c'est une nouvelle pratique. On parlait de B2B et de B2C. Aujourd'hui, ça veut dire que les marques historiquement vendeuses de produits auprès des distributeurs ont maintenant la capacité de toucher directement leurs consommateurs finaux. C'est beaucoup de challenges puisque du coup ça signifie relever justement les défis logistiques, l'approvisionnement, les stocks qui jusqu'à présent étaient plutôt des problèmes de distributeurs et non de marques. Quel est du coup, alors je sais qu'ensemble on a développé une réflexion sur la marketplace. Est-ce que vous avez un peu de recul ? Alors, nous, comme on est des gros acteurs, on l'a dit, depuis une vingtaine d'années sur le e-commerce, on est avant tout ce qu'on appelle des acteurs endémiques, c'est-à-dire dans un modèle classique fournisseur, en vend nos stocks aux plateformes, en tout cas avec tous nos principaux partenaires. Ouais. Néanmoins, on investit évidemment depuis quelques mois fortement les marketplaces, avec un objectif un petit peu différent. Sur les marketplaces généralistes, j'entends par là Cdiscount, Rakuten, La Redoute, etc. Pour nous, on y va pour recruter avant tout et remettre en fait du livre à des endroits, des carrefours d'audience importants sur lesquels il n'était plus forcément très présent, ou alors via des distributeurs et une diffusion que nous ne maîtrisions absolument pas. Ouais. Donc on s'est rendu compte, comme beaucoup de marques, je crois, qu'on était présent sans toujours le savoir, Bah oui, et en tout cas sans maîtriser notre diffusion. Donc, on va réinvestir ces carrefours d'audience et ces marketplaces pour créer des stores, maîtriser notre diffusion et être là plutôt dans l'achat d'impulsion et le recrutement de gens, de lecteurs et d'acheteurs de livres qui aujourd'hui sont plutôt assez éloignés finalement des librairies et des circuits plus traditionnellement liés aux livres. Et la deuxième catégorie de marketplace qui se développe énormément, c'est les marketplaces spécialisés sur des verticales, le green, le bricolage, la parapharmacie, la chaussure, enfin on a à peu près tout. Et ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'on a de quoi proposer une offre sur à peu près toutes les thématiques, du jardinage au bricolage, au développement personnel, au green, voilà. Donc là, notre idée, c'est de se positionner, en tout cas dans cette optique Noël, comme un achat complémentaire, mais en même temps très lié à un achat principal qui sera fait sur une de ces thématiques. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est un peu comment placer son produit en affinité avec le contexte qui entoure la vente du dit produit. Exactement. D'accord. C'est travailler en complémentarité totale et en incrément. En incrément, en complémentarité, et puis aussi remettre le livre au cœur de la consommation. Comme tout le monde, on voudrait que le livre garde une place importante. Et ce qui était très positif, c'est qu'on a eu beaucoup d'appels entrants et de demandes. La crise a pas mal remis en avant aussi la lecture, l'attrait du livre, et on le constate tous les jours avec la clientèle qui se presse dans les librairies et dans l'ensemble de nos points de vente. Alors, on parlait de B2B, enfin de B2C plutôt, avec ce nouvel écosystème des marketplaces. Vous avez également un site e-commerce qui, par essence, est B2C, lisez.fr. Quel est son rôle en parallèle de l'activité dans les magasins physiques, de l'activité sur les plateformes e-commerce, des marketplaces? On a aussi ce site e-commerce. Quel est son rôle? Alors, on fait partie des 33 000 sites qui ont été cités par François en amont, qui sommes passés e-commerce, qui sont passés e-commerce en 2020, en fait, un peu aussi sous l'impulsion et la contrainte. Il faut le dire. Voilà. Alors nous, dans cette optique-là, le e-commerce apparaît vraiment comme un service qui doit venir en plus d'une expérience beaucoup plus globale. Et nos sites visent d'abord à engager sur nos contenus, nos auteurs, nos catalogues,
à faire vivre une expérience, à aller sur de la prescription. Ouais. On est un marché d'offres, hein, il y a des dizaines, centaines de milliers de références, beaucoup de fonds. Donc c'est quand même ça l'enjeu premier pour nous avec notre site lisez.com. Et la brique e-commerce vient comme un service qui doit conclure une expérience plus générale et d'engagement sur nos contenus. Et pour voilà, alimenter et montrer en quoi c'est le cas, c'est qu'on continue de proposer de l'affiliation. D'accord. On propose la géolocalisation. Si vous souhaitez acheter, vous pouvez d'abord aussi rentrer votre code postal et on vous propose les librairies en fait à proximité de chez vous. Et pour celles qui le proposent, vous pouvez même avoir une vue sur le stock et la disponibilité du produit en question dans la librairie avant de vous déplacer. D'accord, donc c'est un vrai outil omnicanal. C'est un vrai outil omnicanal et la brique e-commerce vient comme un service qui doit conclure une expérience plus globale pour engager sur nos contenus, nos maisons et nos auteurs. En revanche, ça vous ouvre quand même à des enjeux du B2C. La brique commerçante fait que, quoi qu'il arrive, vous devez assumer du coup ce canal de vente également. Il y a des challenges quand même avec le B2C. Oui, donc vous l'avez compris, on est un marché Editis est très orienté B2B. C'est comme ça que fonctionnent nos métiers depuis le démarrage. Donc il y a des distributeurs et des plateformes. Donc là, c'est une vraie orientation pour nous, en effet, d'aller vers du B2C et qui a réinterrogé finalement nos manières de travailler, de la chaîne de distribution, la logistique, puisque là, il faut des emballages adaptés, des délais de livraison adaptés, mettre en place et perfectionner tout ce qui est la relation client. CRM, hyper important. SAV. Le CRM, alors, le c'est moins le sujet des SAV, mais malgré tout. Oui, c'est le moins sexy, mais indispensable et hyper important. Et puis, en bout de chaîne aussi, activer les leviers d'acquisition nous-mêmes en direct. Voilà, avec en sous-jacent de tout ça, une volonté forte de beaucoup mieux connaître nos acheteurs et nos lecteurs, voilà, de recueillir de la data pour mieux les connaître, les comprendre et les servir. Alors, on parle data, transition est toute faite. Le pilotage de l'ensemble de ces leviers et canaux d'acquisition, de transformation, cette diversification du commerce, comment faire converger toutes ces informations afin d'avoir un pilotage éclairé au quotidien sur les quantités à commercialiser, sur les mises en avant à mettre en médias, en publicité. Quels sont les outils de pilotage qui sont aujourd'hui indispensables pour piloter tout ça? Alors là aussi, on va retrouver un peu ces questions toujours d'omnicanal et de multi-réseau. Donc, on se sert du e-commerce comme un précurseur grâce aux précommandes, au trafic sur nos fiches articles, aux mots-clés les plus recherchés. Ça nous donne finalement très en amont parfois une tendance de l'attente et de l'appétence pour nos produits. Et donc, ce rôle de précurseur nous sert aussi à dupliquer sur nos autres réseaux. La deuxième chose qu'on a installée assez récemment et qui nous paraît vraiment opérante, c'est des dashboards basés sur la data de nos plateformes, celles qui nous les partagent. Donc, en premier lieu, Amazon au démarrage, mais ce ne sera pas seulement le cas. Et avec une volonté de réconcilier la data retail, donc commerciale, et la data publicitaire, advertising. Ce qui n'est pas toujours évident à faire, puisque c'est des sources souvent assez différentes et pas toujours évidentes à mettre en relation. Et d'un point de vue, ça s'est aussi traduit dans notre organisation. Oui, parce qu'il y a des vrais enjeux d'organisation et de gouvernance avec ces questions. Tout à fait. Et donc, nos équipes, ces tableaux de bord, ces dashboards ont été développés et sont pris en main et exploités à la fois par les équipes compte clés, donc très côté commercial et retail, et en même temps les équipes médias, avec un objectif justement d'avoir une vision consolidée pour avoir des investissements au plus juste, piloter notre performance de la façon la plus fine possible, avec à la fois les enjeux retail, commerce, et les enjeux de performance médias et publicitaire. Pour conclure, alors chez Editis, est-ce que le Père Noël passera par la cheminée digitale cette année? Donc oui, le e-commerce et le digital, on l'a vu, sont cruciaux, sont maintenant au cœur de chacune de nos actions et réflexions. Ceci dit, pour nous, le Noël sera vraiment réussi
avec les 75% d'activités qu'on réalise livre en main dans les magasins. Ouais. Là où se fait aussi l'expérience, voilà. Surtout l'expérience d'ailleurs. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Fanny. Avec plaisir. Je vois que l'heure file. Je vais, en tout cas, si je devais résumer les interventions de chacun ce matin, alors il y a eu aussi sur le plateau une véritable convergence, puisque le mot omnicanalité est vraiment revenu énormément de fois. On est sur une expérience qui est de plus en plus omnicanale. Il n'y a plus de monde online et monde offline. Ces deux sphères sont maintenant complètement intriquées et complémentaires. Et donc, ça pose des questions de gouvernance, d'organisation, et ça pose aussi des questions d'expérience. Comment faire vivre une expérience omnicanale sur des canaux, quels qu'ils soient. Deuxième point très fort aussi qu'on a entendu, c'est l'expérience qu'on veut vivre à Noël. La question était bien de savoir comment les Français allaient se préparer à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Le fait est qu'ils ont envie de vivre, hein, tout autant que nous, et ils ont envie de vivre une expérience, de se retrouver, de trouver de l'inspiration dans les magasins et d'être enchantés par cette période qui arrive. Et enfin, je dirais qu'il n'y a pas un modèle omnicanal, il n'y a pas un modèle du e-commerce, ni un modèle de la vente en magasin. Il y a un écosystème qui est bien différent, qu'on soit une marque, un marchand, un distributeur, un consommateur. Et donc, il n'y a pas une réponse unique, il y a surtout la nécessité d'avoir une méthode, une approche qui permet de développer sa courbe d'expérience, sa courbe de croissance pour proposer cette expérience et faire surtout grossir son business. Parce que l'e-commerce, c'est un enjeu d'incrémentalité et non de déplacement de business. Donc, comment on va créer du chiffre d'affaires, comment on va créer de la valeur ajoutée par rapport à son chiffre d'affaires actuel, je dirais que c'est finalement le défi auquel maintenant les marques doivent répondre. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi Add to Basket est là. Je finis cette intervention pour déjà vous remercier de nous avoir suivis nombreux ce matin. Merci à vous d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à Prisma d'ailleurs qui nous a fait la gentillesse de nous prêter ses studios ce matin. Merci à Bertrand également de la FEVAD. Et puis, alors je ne vais pas vous souhaiter joyeux Noël quand même, il est encore assez tôt, mais une petite mise en ambiance, toujours sans Maria Carré malheureusement. Merci et bonne journée à tous.